On peut mettre tout un tas d'objectifs assez différents derrière la participation. Il peut y avoir des objectifs alors donc très ambitieux et très intéressants du point de vue des sociologues et des politistes, qui sont le fait d'aller chercher à démocratiser la démocratie, avec l'idée que la démocratie représentative telle qu'on l'a mise en place dans nos systèmes depuis la fin du XVIIIe siècle et a des accents ou a des traits un peu élitistes. Par exemple, l'Assemblée nationale actuelle à 0% d'ouvriers, seulement 6,4% d'employés, alors que ces deux catégories-là représentent la moitié de la population active en France. Donc l'idée d'aller démocratiser cette démocratie et d'aller chercher à avoir une pluralité de points de vue et à développer aussi le pouvoir d'agir des personnes. Il y a aussi cet objectif tout à fait ambitieux alors qu'on peut appeler un objectif managérial ou en tout cas d'amélioration des politiques publiques, qui est d'aller au contact des citoyens qui ont une expertise liée à leur utilisation des services publics et à leur expertise de vie et à leur expérience de vie. Et donc pour pouvoir les associer à des diagnostics et des propositions d'amélioration de l'action publique. Mais à côté de ça, il peut y avoir aussi des objectifs beaucoup moins louables du point de vue, on va dire, éthique, que l'on peut ranger. Alors, il y en a tout un tas, je vais dire rapidement que certains. On peut avoir l'objectif d'aller légitimer ou relégitimer les décideurs ou les décisions déjà prises. C'est-à-dire là, c'est un objectif peut-être plus d'instrumentalisation via la participation, où on a des décisions qui sont prises ou des représentants qui sont un peu chahutés, et donc on va aller chercher par le débat une forme de contournement du conflit ou d'amélioration de l'image ou de la légitimité des décideurs. On peut avoir des objectifs assez de communication. Alors, ce n'est pas forcément négatif, mais quand la participation ne se résume qu'à de la communication descendante, c'est-à-dire mieux communiquer envers les citoyens, on met de côté la dimension plus transformatrice qu'on pourrait aller chercher avec la référence à la démocratie directe ou à une démocratie plus inclusive. On peut avoir aussi des objectifs qui sont de l'ordre du lien social. On voit beaucoup ça dans la politique de la ville, c'est-à-dire que la participation un peu est dégradée en forme de civilité. Donc ce qu'on va rechercher, c'est plus à façonner les citoyens qui ne s'exprimeraient pas complètement correctement ou qui n'auraient pas le même niveau de langage que les administrations ou que les décideurs ou que les élus. Et donc, où là, l'accent va être plutôt mis sur des dispositifs ou des activités de lien social, de vivre ensemble. Donc, c'est pas forcément négatif non plus. Mais quand la participation se réduit uniquement à du lien social, on manque là aussi des deux objectifs que je disais précédemment. On pourrait aussi parler d'un objectif d'autorité, en fait d'autoritarisme. On peut le voir dans certaines instrumentalisations parfois de l'idée de référendum, où ça peut être une manière un peu populiste ou autoritaire d'aller chercher l'assentiment de la population sur des limitations de l'état de droit, par exemple. Ça peut exister. Donc il y a tout un tas d'objectifs derrière la participation qui, s'ils ne sont pas discutés et s'ils ne sont pas assumés, on a grande chance de ne pas y voir très clair, et c'est bien ce qui est parfois reproché au dispositif participatif, c'est d'entretenir une sorte de flou sur l'objectif réellement poursuivi quand il est mis en œuvre. Les objectifs de la participation citoyenne, effectivement, Mme Carrel les a dit, à savoir un objectif de renforcement de la démocratie, en tout cas de créer des espaces où le citoyen peut prendre part aux politiques publiques ou, le cas échéant, à la décision. Il y a effectivement un objectif de renforcer les politiques publiques à travers leur pertinence, leur efficacité, et on peut aussi aller sur des questions de légitimité, puisque dès lors qu'on va associer des personnes à la construction de cette réflexion ou à la construction de la décision, on va considérer qu'elles gagnent en légitimité parce qu'elles représentent une plus grande diversité de points de vue. Donc, globalement, sur ces objectifs-là, oui. Après, peut-être pour vous donner un cas, sachant que nous, DITP, on est sur un segment particulier, puisque la participation citoyenne, on a tendance à... Enfin, c'est un mot qu'on utilise pour caractériser de multiples méthodes, ambitions, objectifs, périmètres, échelles, etc. Donc, c'est important que je précise d'où je parle. Nous, on va être amenés à travailler sur des dispositifs qui sont liés à des projets de réforme,
ou qui vont nourrir un projet de loi, ou qui peuvent être mis en place pour nourrir un plan d'action, par exemple. Ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas pour donner quelques exemples. Donc ce que moi je constate, c'est que quand une démarche est initiée, ça va être, si on devait le schématiser, hein, je prends la précaution de dire que ce n'est pas exhaustif, mais je pense qu'il y a vraiment, sur des sujets de prospective, par exemple, en 2021, il y a vraiment eu l'avenir de l'Europe, enfin, dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, toute une réflexion sur quelles devraient être les priorités d'ici là à 2035. Donc on peut dire, même si c'est concret, que ça va se décider et se mettre en œuvre dès maintenant, on est sur une projection, ce que j'appellerais du coup prospective. On peut être sur un sujet de controverse, effectivement, où il y a une polarisation des avis et qu'à un moment, du point de vue du décideur, il est important d'aller confronter ces points de vue pour pouvoir en tirer un axe, une colonne vertébrale, une inspiration sur ce qui rassemble et ce qui divise. Donc voilà, prospective, sujet de controverse. Après, ça peut être pas forcément lié à de la décision, mais ça peut être lié à de la mise en œuvre. Et là, c'est quelque chose, par exemple, au niveau des administrations, on peut avoir de la concertation pour définir des modalités de mise en œuvre. Comment est-ce que la qualité de, enfin, comment dire, je sais pas, de l'attribution d'une aide, par exemple, est mieux faite. Donc là, on est un petit peu à cheval avec la démarche usagée, qui est pas tout à fait, enfin, qui n'est pas pareil que la participation citoyenne, mais on peut avoir une réflexion sur quelles sont les modalités souhaitables de mise en œuvre d'une politique publique. Et enfin, on peut aussi associer les citoyens sur la part d'évaluation. C'est-à-dire, on évalue les effets qui avaient été souhaités dans le cadre de la mise en place d'une politique publique, et on évalue est-ce que les publics concernés obtiennent finalement, vivent en tout cas les bénéfices de ce qui était prévu au départ. Le point essentiel ici est de pouvoir distinguer ce qui relève de la participation et de la délibération. Donc par délibération, on entend, alors on s'en réfère à Habermas et toute sa théorie de l'espace public, mais donc on fait référence à l'échange public d'arguments, c'est-à-dire au fait d'organiser un débat, une confrontation de points de vue, d'arguments, qui va aboutir à prendre, ou à avoir un avis éclairé, à peut-être prendre la meilleure décision, in fine. Tandis que, stricto sensu, la participation relève plutôt de la question du partage du pouvoir de décision avec la population. C'est-à-dire que là, on en revient à des questions d'éléments de démocratie directe, si on était très précis. Donc la participation renvoie plutôt au partage de la décision par le moyen du vote, finalement de la prise de décision sous des formes différentes qui peuvent être le vote, le référendum, etc. Et donc, ces deux dimensions peuvent coexister dans les dispositifs participatifs. Par extension, on dit beaucoup participation pour des choses qui ne partagent pas réellement le pouvoir de décision, mais c'est comme ça que ça a évolué dans le vocabulaire. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que ces deux angles, ou ces deux axes peuvent s'articuler. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est lorsque des dispositifs où, in fine, il y a du vote, comme dans le budget participatif, comme dans le référendum, etc., il puisse y avoir une phase de délibération, d'échange public d'arguments forte, avec une publicisation des arguments, qui puisse permettre un échange le plus démocratique possible avant que les gens prennent leurs décisions. Et inversement, dans la délibération, eh bien, si cette délibération peut être adossée à de la décision, c'est-à-dire aboutir au final à prendre une décision et si possible à associer la population à cette prise de décision, eh bien c'est des articulations qui peuvent être assez vertueuses. Pour exemple, on pourrait donner le processus qui s'est passé en Irlande par rapport à une convention citoyenne qui avait permis de légaliser l'avortement. Et donc, grosso modo, une assemblée citoyenne de 99 citoyens avait discuté pendant des mois, alors pendant plusieurs week-ends, avec invitation d'experts, etc., et avait proposé l'abrogation, enfin le changement de la Constitution par rapport à l'impossibilité de recourir à l'IVG. Et ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à la Convention citoyenne sur le climat en France, cette convention a abouti à un référendum. C'est-à-dire que ce qu'il en est sorti, c'est une proposition de loi, changer la Constitution, et c'est ensuite allé au référendum, et c'est passé à 66%, la population irlandaise a voté pour ce droit à l'avortement. Et donc là, on a une articulation entre le débat et la décision qui me semble particulièrement vertueuse dans ce cas-là. Effectivement, il y a des différences entre les dispositifs, mais il y a aussi des différences entre les engagements de départ et il y a des différences entre le moment dans lequel on va saisir la participation. C'est-à-dire, je m'explique, si par exemple on est sur un exercice où la volonté, c'est de
d'associer les citoyens à l'élaboration d'un diagnostic, d'une situation. On va ensemble qualifier la problématique ou en tout cas ce qu'on cherche à corriger. Ça peut être fait très en amont d'une décision. Et dans ce cas-là, les engagements ne seront pas les mêmes que si on va mobiliser un exercice de participation 3 mois avant un projet de loi, par exemple. Donc je trouve que ces nuances-là, en fait, dépendent beaucoup du cadrage. Et en fait, du cadrage, et donc quand je dis cadrage, ça veut dire quel est l'objet, quelle est la temporalité, est-ce que c'est lié à une décision ou pas, parce que ce n'est pas toujours le cas. Des fois, ça peut être lié plutôt à des mesures qui vont être au niveau, par exemple, de l'administration, pas forcément une décision politique. Donc, selon ce cadrage-là, et nous, notre rôle, ça va être justement, au regard du cadrage, d'apporter le bon dispositif et donc de définir quel est le bon niveau d'engagement. Si vous êtes 2 ans avant une décision, ça ne sert à rien de promettre aux participants que ça va se traduire en action demain, parce que ce n'est pas le cas. Si par exemple vous êtes juste avant une décision, là, on peut être tout de suite beaucoup plus clair ou beaucoup plus explicite sur les engagements. Donc nous, notre travail, ça va vraiment être de qualifier ce cadrage, de comprendre en fait où on en est dans le processus, soit d'élaboration, soit de décision, élaboration des politiques publiques ou de décision, et de voir comment cet apport du coup citoyen va venir nourrir, intégrer, etc. Selon l'objectif visé, encore une fois, je reviens là, qui n'est pas forcément toujours clarifié en amont et qui me semble sur lequel on pourrait encore faire des efforts pour justement discuter et clarifier cet objectif poursuivi derrière cet idéal ou cette obligation, puisque la participation est aussi une obligation légale dans certains champs, notamment sur l'environnement et aussi dans l'urbanisme. Et derrière ça, il y a effectivement l'essor de plein de méthodologies et d'outils possibles qui se sont développés ces dernières 20 années, grosso modo. Alors bien sûr, il n'y a pas une méthode attribuée à un type d'objectif, il y a une variété. Il y a des dispositifs qui sont beaucoup organisés autour du débat, justement, de la délibération, donc que ce soit les conventions citoyennes, les ateliers participatifs, les groupes de parole, etc. Il y a des dispositifs qui sont plus tournés autour du vote, enfin justement de la participation directe, avec donc le référendum, avec le budget participatif, ce type de dispositif. Il y a aussi des dispositifs qui sont autour d'insuffler de nouvelles questions ou de nouvelles manières d'entrevoir les problèmes sociaux. Je pense par exemple dans le registre de l'évaluation à des dispositifs tels que des groupes de discussion, de dialogue autour d'un dysfonctionnement ou d'un problème. Ce que je connais bien, c'est dans les quartiers populaires à ce niveau-là. Il peut y avoir des outils, des méthodes qui vont mobiliser, on y reviendra, des techniques ou des formats de communication qui sont abordables pour tout type de public, donc qui vont utiliser notamment des pratiques artistiques, vidéo, théâtrales, etc., utiliser l'image et la parole plus que l'écrit. Donc il y a une grande variété de dispositifs à l'échelle de la planète. On voit que finalement les pouvoirs publics et les associations aussi ont à portée de main maintenant une grande variété de dispositifs qu'ils peuvent utiliser voilà, avec quand même beaucoup de pratiques qui commencent à émerger, des professionnels qui savent animer ces débats et ces dispositifs. Maintenant, la question reste entière de quel type de méthodologie va servir plutôt tel type d'objectif. Il est certain que si on veut qu'il puisse y avoir un lien à la décision, ou que cette participation serve à court, à moyen et à long terme sur des enjeux environnementaux notamment ou autres, il va falloir imaginer, par exemple par rapport à ce que vous disiez, une manière de contraindre tout de même les initiateurs du dispositif participatif à au moins répondre dans un délai assez court aux propositions qui sont faites et à expliciter précisément ce qui a été fait des propositions qui ont émané du dispositif participatif pour éviter un petit peu des fois ce qu'on peut voir des changements un petit peu de braquet sur une ouverture en général très large. Venez participer, vous allez être associé aux décisions et puis petit à petit que le temps avance, cet idéal ou cet objectif de relier à des décisions s'étiole. Et ça ne tient pas forcément à la méthode en telle quelle, mais au cadrage dont vous parliez. Donc je pense que cadrage et méthodologie doivent être pensés ensemble et c'est tout l'enjeu de la réflexion et des pratiques en cours depuis une vingtaine d'années. Je souscris évidemment à cette dernière phrase qui est le cadrage va en fait définir la bonne méthode. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une hiérarchie des méthodes ou des outils.
Concrètement, nous, quand on va être sollicité pour concevoir une démarche, on va se poser la question, au regard des objectifs du commanditaire, de l'organisateur, est-ce qu'il s'agit d'ouvrir très largement? Dans ce cas-là, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent s'y prêter, notamment la consultation en ligne, par exemple. Est-ce qu'on veut quelque chose d'hybride? Est-ce qu'on veut à la fois pouvoir offrir une chance à chacun de pouvoir s'exprimer à travers un outil? Alors ça peut être l'outil en ligne, après ça peut être une mobilisation sur le terrain, enfin il y a diverses manières de faire. Et de le combiner avec quelque chose qui va être plus délibératif. Est-ce qu'au contraire, on veut être que sur du délibératif? C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va provoquer, en tout cas on va réunir les conditions pour permettre aux citoyens de progresser, on va dire, de l'opinion spontanée vers un avis collectif. Et donc là, il y a toute une série de choses qui peuvent se mettre en place. Est-ce qu'ils accèdent à de l'expertise? Enfin bon, il y a plein de choses. Et donc, nous, concrètement, c'est assez rare qu'on propose qu'une modalité. Souvent, on hybride en pensant que en fait, chaque méthode a son avantage et son inconvénient. Et finalement, c'est la complémentarité de ces méthodes qui va permettre de couvrir l'ensemble des objectifs. Tout l'enjeu ou l'espoir de la démocratie participative, c'est aussi de pouvoir associer ces publics-là aux discussions et aux décisions. Et ce n'est pas une tâche simple, donc il y a plein d'axes à travailler là-dessus. Donc il y a bien sûr alors une attention à ce que ces personnes-là soient présentes. Et si on veut qu'elles soient présentes, eh bien, il faut adapter les formats de dialogue. Il faut aussi qu'elles puissent voir le bout de leur acte et sentir que ce qu'elles vont faire va servir à quelque chose. Il faut alors travailler bien sûr la question de l'animation, alors de leur sélection. Donc ça peut être par le tirage au sort. Le tirage au sort peut permettre d'aboutir à une mini-assemblée ou un groupe, en tous les cas, qui soit plus représentatif, alors sous réserve que les gens tirés au sort viennent vraiment. Donc là, il y a tout un travail à faire d'accompagnement de ce tirage au sort, bien sûr. Ça peut être le tirage au sort, je rappelle, c'est quand même quelque chose qui était à l'origine de la démocratie athénienne. La démocratie directe fonctionnait par tirage au sort. Donc, peu importe qu'on sache parler bien, mal, qu'on soit riche ou pauvre, on est tous en train de construire l'intérêt général dans cet idéal-là. Donc, il y a cette possibilité. Il y en a d'autres qui sont passés par les associations, par les travailleurs sociaux, par toutes ces professions qui sont, ou ces associations qui sont au contact de la population, et les associer au dispositif, ce qui pose une question complexe parce que la démocratie participative parfois a plutôt envie d'aller chercher des citoyens individuels, lambda, et donc c'est pas toujours évident de travailler avec les associations dans ce cadre-là, mais je pense que c'est un gros enjeu dans les années à venir. Et puis dans le format, voilà, de l'animation et du débat, une attention très forte à une animation inclusive, donc avec des formats divers, avec de l'utilisation de l'oral, avec des travails sur les représentations, avec des travails sur les mots. Je travaille pas mal auprès de publics en grande précarité et donc les langages, les manières de parler sont complètement différentes et donc arriver à se comprendre et à rentrer en dialogue avec des mondes sociaux très divers, c'est tout un enjeu et il y a des modes d'animation et des méthodes pour cela qui pour le coup font leurs preuves, qui sont inspirés de l'éducation populaire, qui sont inspirés de démarches ascendantes, très participatives. Il peut y avoir l'utilisation de groupes de pairs ou de groupes non mixtes. Donc on peut travailler aussi pour des personnes discriminées ou très précaires ou très méfiantes de l'action publique. Ça peut être une solution aussi de les faire travailler en petits groupes non mixtes pour pouvoir se préparer. Ça, c'était quelque chose qui était très fortement montré dans les études féministes, mais le fait de se sentir capable d'avoir une parole et de pouvoir la porter collectivement passe aussi, ou individuellement, passe aussi par un travail préalable ou parallèle en groupe. Donc il y a tout un tas de choses qu'on pourrait dire là-dessus, il y a encore beaucoup de chantiers. Cet enjeu de la diversité des publics, publics éloignés et globalement, comment est-ce qu'on touche un certain nombre de personnes? Ce sont des enjeux et des difficultés, je pense, qui sont presque aussi anciennes que la participation citoyenne. Et donc, la seule chose que je pourrais dire, c'est peut-être identifier des leviers. Alors, ça va être une réponse plutôt du côté institutionnel, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il faut que le mandat soit clair. Le mandat de participation qui est donné aux citoyens, il faut qu'il soit clair. C'est-à-dire que, mais d'ailleurs, on peut très facilement se mettre en position. Si demain,
qu'est-ce qui vous ferait aller à 21 h un soir à une réunion sur un sujet a priori où vous n'avez pas un intérêt direct? Et bien, il faut se poser cette question-là et se dire il faut que le jeu en vaille la chandelle, si je puis dire, c'est-à-dire être très clair sur quoi on me sollicite, à quoi ça va servir, je sais combien de temps, enfin, c'est toute une série de quels sont les engagements, quelles sont les garanties, enfin, la liste est longue. Mais en tout cas, ce qu'on appelle ce mandat de participation, il faut qu'il soit très clair. Je pense que ça, c'est un des premiers leviers pour donner envie de participer. Ensuite, il y a des choses qui sont pas tout à fait accessoires, ça va être la campagne média qui va être faite autour, ça va être la mobilisation sur le terrain, si par exemple ça doit être un dispositif au niveau national, et là effectivement la mobilisation d'associations, alors c'est pas du tout sur le même plan qu'on en parlait, mais en tout cas clairement essayer de mailler le territoire avec voilà, les préfectures, les collectivités, les associations, enfin, toutes les forces vives du territoire pour pouvoir aller chercher des publics qui sont éloignés. Donc ça c'est aussi un travail à mettre en place, et donc voilà, c'est donc dans les leviers. Et puis après, le dernier que je voudrais dire, c'est aussi, pour donner envie de participer, je pense que ça va être le temps et la constance. C'est-à-dire, si les bulles de participation qui peuvent se créer à travers un exercice de participation sont trop éparpillées, ou en tout cas, si du point de vue du citoyen, on n'arrive pas à voir quelle est la colonne vertébrale de ces dispositifs, je pense que ça n'aide pas à se mobiliser. Donc il faut du temps et de la constance, et il faut gagner en fait une confiance, et de toutes parts, hein, par ailleurs, il faut gagner une confiance, il faut apprendre à chaque fois, recommencer. Donc je pense qu'il y a des leviers qui sont identifiés. Est-ce que j'ai une solution toute faite? Non. Clairement non. Donc voilà, nous, très concrètement, on essaye un petit peu d'additionner en fait, hein, les bonnes pratiques qui pourraient se tirer voilà, pour l'instant, là c'est le tirage au sort effectivement qui permet de corriger un biais qui était quand même important à un moment, c'était de dire est-ce qu'on a une vraie diversité de points de vue, parce que la représentativité effectivement on ne la touche pas sur un panel à 50 ou à 100, on va avoir au mieux une diversité de points de vue. Le tirage au sort permet quand même d'apporter quelques garanties à ça par rapport à de l'appel à volontariat par exemple, où là on pourrait avoir une mobilisation seulement de personnes qui ont un intérêt pour le sujet ou un avis déjà constitué. Donc voilà, le tirage au sort permet de corriger ce biais, mais on pourrait tout à fait dire ça touche qu'une poignée de personnes, et à quel moment ça reflète l'avis des Français sur une question quand ça doit donner lieu à une décision qui va s'appliquer à tous les Français. Donc il n'y a pas de méthode idéale pour l'instant, il faut justement essayer d'inventer un processus qui permettrait à la fois d'obtenir que ces temps de participation fassent émerger une matière qui puisse être utilisée pour justement élaborer des politiques publiques, voire la décision. Donc là, ça demande quand même d'y passer du temps. Vous ne pouvez pas juste participer en 5 minutes et vous exprimer sur des sujets très complexes. En même temps, il faut pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir participer. Enfin, c'est beaucoup d'enjeux en fait qui se croisent. Il n'y a pas un processus idéal. Mais pour ces publics-là, il y a aussi la question de discuter de sujets qui les concernent personnellement au quotidien, et de pouvoir aussi faire place au récit personnel. C'est-à-dire qu'on a une conception un peu de la citoyenneté des citoyens ou de la discussion citoyenne en France qui est quand même, comment dire, il faut laisser ses particularités au vestiaire, et il faut être capable de dialoguer directement sur le langage de l'intérêt général. Or, ce qui caractérise les publics les plus éloignés, c'est d'avoir besoin en fait de discuter de ce qui leur arrive à eux personnellement au quotidien, donc de raccrocher à des vraies questions concrètes. C'est un enjeu qui est fort et qui est complexe à gérer quand on veut aboutir à un avis qui est assez général. Donc il y a des questions là-dessus, et il peut y avoir aussi des outils tels que l'indemnisation des personnes. Si on part du principe qu'elles passent plusieurs journées de leur vie à travailler sur une question pour l'intérêt général, les professionnels en face sont là sur leur temps de travail, donc il y a une légitimité aussi pour reconnaître éventuellement ce temps passé à œuvrer pour l'intérêt général. Alors l'indemnisation, c'est effectivement un levier. Ça, j'ai aussi vu, je me rappelle d'une citoyenne qui m'a dit « moi je suis venue pour l'indemnisation ». Elle a dit ça dès le départ, très clairement. Elle dit, en fait, là, quand c'est calculé sur le montant des jurys d'assises de 80 € par séance, pardon, elle disait, moi, je gagne plus en venant là que dans mon travail, en fait. Donc, je suis venue pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'atelier, elle dit, mais en fait, ça a été mon levier, mais finalement, c'était
elle était contente d'avoir été là et elle disait mais heureusement que je suis venue parce que j'ai vécu une super expérience, etc. C'était hyper intéressant. La question des supports aussi de publicisation, c'est-à-dire la manière dont ce qui va être produit dans le débat, dans la discussion, dans la confrontation, puisse être rendu visible à un public plus large aussi, la question de la diffusion au-delà d'un petit groupe de personnes qui dialoguent, et la manière dont ces supports de publicisation peuvent être les plus démocratiques possibles, donc peuvent passer par des techniques voilà, d'animation de la parole, de restitution d'une parole orale, comme je le disais, donc ça peut être intéressant. Après, dans la technique d'animation, on voit des choses intéressantes autour de la reformulation, bien sûr, le fait de partir de récits aussi, de faire travailler les personnes sur des récits réels ou inspirés du réel, pour pouvoir partir de situations où il y a des points de vue opposés, et pouvoir utiliser ce conflit en fait comme un support, pas pour aboutir forcément au consensus, parce que la démocratie c'est aussi le conflit, donc il faut pouvoir garder en tête que si on a produit grâce à la participation un conflit démocratique où on l'a rendu visible, c'est peut-être un critère d'évaluation qui est intéressant, qui en tout cas pour moi n'est pas à mettre de côté, et on ne vise pas forcément le consensus dans la participation, mais on cherche, enfin l'enjeu est, me semble-t-il, de passer de situations de type violente ou d'injustice ou de stigmatisation terrible pour les individus, qu'il puisse y avoir ces espaces, puissent être des possibilités de pouvoir dialoguer et enclencher un conflit démocratique peut-être avec d'autres groupes, avec d'autres institutions, sur pourquoi ces situations peuvent advenir en démocratie, pourquoi est-ce qu'on est discriminé, pourquoi est-ce qu'on est pauvre, pourquoi est-ce qu'on est en train voilà, de brûler la planète pour aller vite, et que au final, il puisse y avoir des leviers de compréhension mutuelle et de questionnement et de conscientisation des uns et des autres, je dirais. Ce qui est intéressant aussi dans les dispositifs participatifs, c'est quand, pour les agents publics, pour les élus, pour les responsables, pour les professionnels, c'est aussi des lieux dans lesquels ils peuvent aussi remettre en question ou faire un petit pas de côté par rapport à leur pratique professionnelle et à leur conviction, par l'interpellation, par la discussion avec des personnes qui vivent des réalités différentes. On touche à la question clé du lien entre la participation et la décision qui voilà, anime la théorie politique, la théorie sociologique depuis des décennies. Et c'est bien là tout l'enjeu et toute la difficulté et tout l'effort qui nous reste à faire encore en France pour davantage relier la participation à la décision. La séquence qu'on a eue autour des Gilets jaunes, puis du grand débat national, puis de la Convention citoyenne sur le climat, a montré, alors à la fois depuis quelques années, on assiste à un essor la création de la DTIP en est la preuve, hein, un essor d'une volonté de développer la participation dans l'administration et à différents niveaux de l'action publique, et parallèlement à un manque de clarté sur ce lien entre participation et décision, ou en tout cas une tendance finalement à quelque part à utiliser la participation pour que finalement la population puisse se contenter de ce qui se fait et ne change pas forcément la situation. Donc là, sur la question écologique, sur la question des redistributions de pouvoir d'achat, etc., on a plutôt eu une tendance à dire on va faire un grand débat national pour lequel finalement le format a été très peu délibératif, au sens où l'échange public d'arguments n'a pas été énorme, et on a eu quand même une forte présidentialisation du dispositif, avec une forte présence du président lui-même qui animait et qui guidait ces débats. Et puis, avec la Convention citoyenne sur le climat, un formidable espoir de pouvoir aboutir à des avis qui puissent être transformés ensuite en décision, avec cette fameuse promesse du sans filtre, finalement, qui est devenue petit à petit un filtre, et puis au final, des propositions ambitieuses de la Convention citoyenne pour le climat qui n'ont pas été suivies ou très peu suivies. Donc, avec une évolution dans le temps sur on prendra tout, ou on passera au Parlement ou au référendum, et finalement
écoutez, on ne va quand même pas suivre l'avis de cette convention, on ne va pas suivre ce machin, comme il a été dit, qui n'est pas la Bible ni le Coran. Donc avec une évolution voilà, du lien à la décision dans la manière dont ce dispositif a été mis en place. Bon, alors ça c'est une chose. Localement et dans toutes les expériences que j'ai pu voir, cette articulation entre mettre en place la participation et veiller à ce qu'elle soit suivie des faits est une préoccupation parfois, mais rarement quand même pensée et réellement outillée, je dirais. Alors, parce que c'est pas simple, l'action publique elle est longue, on ne peut pas tout de suite changer les choses, il y a une sorte d'inertie, etc. Mais le simple fait que les décideurs, les collectivités locales ou tout type d'organisation privée également qui met en place la participation puissent au moins s'engager à répondre aux avis qui sont formulés et à en suivre une partie ou alors à la soumettre au vote, comme je disais tout à l'heure avec le référendum qui peut suivre une convention citoyenne, n'est pas encore complètement passé dans les mœurs. Et donc, on a quand même une forte tendance à ne pas assez travailler ce lien entre participation et décision. Juste pour réagir un peu à chose sur la question de compléter les exercices de participation par derrière un référendum, je pense qu'effectivement, il y a l'exemple irlandais, mais parce que la question, c'était pour ou contre l'avortement, enfin la question est simple, pour la question de la Convention citoyenne pour le climat, la question n'était pas du tout anglais pour que ça amène à un oui ou un non. Donc ça aurait demandé un peu de chemin pour que ce soit traduit. Donc je pense qu'il faut aussi regarder la question qui est posée. Ensuite, pour la question, c'est vrai, c'est la question clé d'ailleurs, un citoyen, tous les citoyens qui commencent un exercice de participation disent à quoi ça va servir. Donc c'est évidemment central et nous on s'est posé la question parce que avec un regard un peu de méthodologue en se disant mais est-ce qu'on arrive à objectiver cet impact? Et finalement, donc il y a 2 ans, on a initié un travail en reprenant contact avec des citoyens qui avaient participé, avec des organisateurs de démarches, avec des administrations, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que, en fait, à chaque fois, tous ceux qu'on a interviewés nous ont dit oui, ça a eu un impact, mais seulement c'est des catégories différentes. Donc ça pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on met derrière l'impact. Est-ce que c'est l'impact sur la décision uniquement, et le reste du coup ne serait pas considéré comme un impact mais comme un effet, par exemple. Est-ce que cet impact sur la décision, il s'agit de la modifier? C'est-à-dire, est-ce que ça doit venir modifier les objectifs annoncés au départ? Est-ce que ça doit venir les enrichir? J'ai aussi entendu parfois des critiques sur le fait que ce n'était pas suffisant d'enrichir. Voilà, donc est-ce que c'est ça? Est-ce que l'impact, c'est parce que ça va complètement avoir un effet transformateur sur l'administration derrière? Parce qu'en fait, on se rend compte que la manière dont a été adressé le sujet, la problématique, la politique publique, finalement, il faut revoir un peu les termes, il faut revoir l'angle. Et est-ce que ça, c'est considéré comme un impact suffisant ou pas? Est-ce que c'est un impact sur l'expérience des citoyens? Là aussi, en tant qu'expérience transformatrice ou pas? Est-ce que c'est... Alors, après, j'ironise, mais est-ce que c'est le nombre de participants? Enfin, voilà. Tout ça pour dire que la question de l'impact, elle est assez compliquée parce qu'elle est polymorphe. Et en fait, ça pose la question de quelle grille on a pour étudier en fait, les différents effets, impacts qu'on peut avoir. Je pense que la décision, c'est aussi un des critères, mais il y en a d'autres aussi. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est d'essayer d'objectiver ça, parce qu'on s'est rendu compte que c'est vrai que c'était difficile de l'objectiver. On a créé une plateforme du coup qui s'appelle participation-citoyenne.gouv.fr et c'est un point de départ, enfin pour l'instant c'est un peu comme un petit laboratoire parce que ça a vocation à évoluer. On a créé une plateforme pour les concertations volontaires qui sont menées par l'État, on ne couvre pas tout le reste. On donne à voir, donc chaque citoyen peut se connecter et il peut voir les modalités qui ont été mises en place et les éléments de cadrage. Donc il y a vraiment une section dédiée sur les engagements qui ont été pris, quel a été l'objet et comment, du coup, s'est organisée la démarche. 2, les résultats qui ont été donnés, parce qu'il y a aussi un enjeu sur des sujets qui sont proches ou connexes, comment est-ce qu'on garde aussi cette mémoire de la matière produite par les citoyens et donc de pouvoir aussi peut-être s'appuyer dessus pour une concertation à venir. Et 3, qui est un peu le cœur du réacteur de la plateforme, c'est vraiment les suites qui sont données. Et là, on a créé des catégories. Parce que, voilà, avec tous les impacts que j'ai, tous les impacts que j'ai cités tout à l'heure, en fait, nous, en tout cas, on essaye de diagnostiquer l'effet
d'une participation à travers plusieurs prismes. Et donc, on a effectivement une rubrique sur est-ce que ça a donné lieu à de nouvelles actions, est-ce que ça a donné lieu à une nouvelle concertation, est-ce que ça a transformé la structure organisatrice, est-ce que les résultats ont été valorisés. Ça aussi, ça peut être une grille d'évaluation, c'est-à-dire est-ce que les résultats sont restés un rapport pas public, ou est-ce qu'au contraire, l'organisateur de la démarche a fait des efforts pour les rendre publics, et dans ce cas-là, tout un chacun peut s'en saisir, puisque ce n'est pas que celui qui a initié la concertation qui peut aussi avoir un pouvoir. Donc voilà, donc cette question de l'impact, elle est complexe. Et ensuite, l'impact sur la décision, ça pose encore tout un lot d'autres questions. Est-ce que c'est la parole des citoyens exprimée même avec la meilleure méthode, en y mettant vraiment le temps, les moyens, etc. Est-ce que c'est ça qui doit directement arriver dans la décision? Est-ce qu'on l'applique telle qu'elle? Et dans ce cas-là, il faut sacrément muscler la légitimité, c'est-à-dire que tous ceux qui n'auraient pas été dans ces instances-là vivront les choix qui auront été pris. Donc c'est quand même une source de questionnement important. Donc il y a la question de est-ce que le fruit, les résultats d'une concertation sont directement transcrits dans la décision, ça soulève un tas de questions. Et ensuite se pose la question de justement le résultat, les résultats qui vont ressortir d'un exercice de participation citoyenne versus déjà le travail ou les résultats qui sont exprimés ou incarnés par les corps constitués, ou par les experts, ou par les administrations. C'est-à-dire que pour concevoir une décision, il y a en fait beaucoup de personnes qui contribuent à influencer cette décision d'une certaine manière, ou à la co-construire. Donc on pose je trouve que dans l'exercice de démocratie directe, ça pose intrinsèquement la question de quel lien on crée entre tous ces acteurs qui aujourd'hui font la décision pour s'assurer qu'on n'a pas remplacé un système par un autre, mais qu'on crée une complémentarité dans un souci d'enrichissement de la décision. Je commencerai par quand même revenir sur quelque chose qu'on appelle l'injonction participative, et qui est le fait finalement de faire porter l'entière responsabilité de cette question de la participation plutôt sur les citoyens, sur les habitants, sur les gens qui seraient les responsables d'une bonne participation. C'est-à-dire, j'explique, c'est des démarches dans lesquelles finalement on va demander aux citoyens de se déplacer, de donner leur avis, etc. Et aucunement de prendre ce temps ou ce processus comme une occasion aussi de questionner l'expertise et le savoir alors des administrations, des professionnels, des enseignants, quel que soit le sujet dont on parle. Et donc le risque, et ce qu'on voit beaucoup en fait sur le terrain, c'est de verser dans cette injonction participative qui va finalement occulter, de remettre en question, de mettre en discussion ou en débat le fonctionnement de l'institution, le fonctionnement de l'université, le fonctionnement du service public de l'eau, de l'économie, que sais-je, enfin plein de sujets. Et où donc les experts, on a besoin d'experts en démocratie, on a besoin d'experts dans tous les sujets, mais que ces experts puissent être aussi nourris et questionnés dans leur pratique par d'autres expertises. Je prends l'exemple qui est souvent pris d'un philosophe américain qui s'appelle Dewey et qui disait, eh bien voilà, par exemple, qui prenait l'exemple des cordonniers. Donc les cordonniers sont des experts, ils savent réparer les chaussures. Mais celui qui sait où la chaussure blesse, c'est celui qui porte la chaussure. Et donc, celui qui porte la chaussure a un savoir, une expertise qui mérite d'être connue. Ce n'est pas seulement une question de méthode. Moi, je m'intéresse beaucoup aux méthodologies de croisement des savoirs, de carrefour des savoirs, qui nécessitent tout un tas de techniques d'animation. Voilà. Mais je pense que ce n'est pas seulement une méthode, encore une fois, c'est aussi une volonté politique à travers la participation, de ne pas seulement vouloir former de meilleurs citoyens, plus dociles, plus polis et qui savent parler dans le langage de l'intérêt général. Je pense que si on fait ça, eh bien, on va pas comment dire, remplir le fossé démocratique, on va contribuer encore à le creuser si on fait de l'injonction participative. Mais au contraire, ce qu'il faut, c'est de pouvoir, dans des formats démocratiques, pouvoir faire vivre, encore une fois, ce conflit, et ce croisement d'expertise qui n'est pas, qui peut être douloureux.
parce que en tant qu'enseignant, en tant que professionnel, se voir faire remonter qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui dysfonctionnent, c'est pas agréable. Et ça nécessite derrière que les services, que l'organisation du travail derrière bouge. Donc si on va au bout d'une logique qui n'est pas l'injonction participative, mais qui est le développement du pouvoir d'agir, le renforcement de la démocratie, il faut pouvoir articuler ces différentes expertises en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire en acceptant que ces dispositifs participatifs puissent bousculer un petit peu les institutions et les savoirs en place pour pouvoir les adosser à la réalité davantage et les améliorer et que la situation à la fois démocratique et sociale s'arrange en fait. Je reviendrai un petit peu en arrière dans le temps, dans l'histoire, en rappelant que les démarches participatives initialement étaient plutôt venues de la société civile, des associations des années 60-70, et donc d'auto-organisation de personnes qui réclamaient, notamment dans les quartiers populaires d'ailleurs, d'avoir leur mot à dire sur les questions de gestion des biens publics, d'équipements, de services publics, etc. Et que cette forte demande de participation, finalement, a initié des transformations. Et que après, à partir des années 1980-1990, et puis alors encore plus depuis quelques années, on a plutôt assisté à un renversement dans un autre sens, donc un développement plutôt d'une offre de participation de l'institution, et avec des mécanismes d'institutionnalisation, c'est-à-dire du fait que les collectivités locales ou différents niveaux de l'État intègrent cette question participative dans leur manière de travailler, donc mettre des dispositifs pérennes ou temporaires avec des professionnels dédiés, etc. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'actuellement, on a à la fois une accélération de cette institutionnalisation avec la mise en place d'outils au sommet de l'État et à différents niveaux de l'État et des collectivités, et aussi un renouveau, un retour d'une certaine demande de participation. Alors, toute la question sera de savoir si elles se rencontreront, mais cette demande de participation qui est parfois assez méfiante vis-à-vis de cette participation institutionnelle, et donc qui va préférer s'auto-organiser ou organiser des expérimentations citoyennes autonomes, qui va inventer des nouvelles manières de vivre, alors sur des questions écologiques notamment, ou en mettant en place des choses en commun, et qui voit d'un œil assez méfiant ces dispositifs institutionnels. Je dirais que, en fait, le risque de l'institutionnalisation, il y a deux grands risques. Il y a beaucoup d'atouts, je pense qu'on y reviendra, mais les grands risques, c'est d'une part, comment dire, de rendre cette question participative assez technique, assez méthodologique et sur laquelle on pourrait comme ça prendre des outils et puis les mettre en place sans réfléchir à l'objectif. Et donc avec tout le développement d'un marché de la participation avec des professionnels qui peuvent être très proches de la communication, hein, de consultants en communication, et qui vont arriver à organiser une participation un petit peu factice, il faut bien le dire, où finalement l'objectif, hein, pour revenir à ce qu'on disait au départ, est plutôt de légitimer les décisions déjà prises, ou d'arriver à la fin, toute fin d'un processus de fabrique de l'intérêt général et de décider sur une petite chose très, très anecdotique. Donc il y a cette question de la professionnalisation. Et puis il y a l'autre question de, en fait, qui va porter, qui porte, qui anime et qui oriente ces dispositifs participatifs. Si ça n'est si ce sont que les pouvoirs publics qui portent tout ça, qu'en est-il aussi de toute la possibilité pour les associations, le secteur associatif, la société civile, de pouvoir porter aussi des dispositifs. Donc je pense qu'il faut pouvoir être attentif au fait qu'il serait bien que les associations aient aussi le pouvoir d'enclencher, alors soit des pétitions, soit des référendums d'initiative citoyenne, ça c'est plutôt les citoyens, ou même enclencher des conférences citoyennes sur des sujets ou d'autres. C'est-à-dire que la responsabilité ne soit pas tout entière aux mains de personnes qui sont aussi en train d'avoir à la fois le pouvoir de décider et d'organiser la participation. Donc finalement, de veiller à ce que cette institutionnalisation n'empêche pas aussi tout cet essor et toute cette envie de la population et de la société civile de s'engager sous des formats différents et de manière peut-être un peu plus autonome.
il a été décidé, suite à un comité interministériel de la transformation publique, que serait créé ce centre, et justement pour accompagner le développement de la participation citoyenne au niveau de l'État. Donc clairement, là on est en plein dedans. Peut-être pour vous dire en tout cas, nous, comment on l'a abordé, enfin, comment est-ce qu'on a construit l'offre de service et comment sur quels enjeux on se positionne. Notre premier constat, c'était de dire qu'il faut améliorer la qualité des dispositifs. Et quand je dis qualité, ce n'est pas une approche qualité, label qualité, c'est vraiment, c'est ce qu'on a dit plus tôt, c'est comment est-ce qu'on accorde du temps au cadrage, comment est-ce qu'on se met au clair sur les objectifs, de là, comment est-ce qu'on définit les bonnes méthodes. Donc voilà, c'était vraiment améliorer les dispositifs, améliorer les démarches. La deuxième chose, c'était il faut absolument construire une expertise publique sur le sujet de la participation citoyenne, puisqu'en fait, ça ne s'improvise pas. En fait, il ne suffit pas de dire j'ouvre un lieu ou j'ouvre un outil, j'utilise un outil et la participation se fera par magie. C'est clairement pas ça. Je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Ça demande du cadrage et de la méthodologie, mais mine de rien, la méthodologie est quand même assez importante. Et il faut que les agents puissent s'approprier. Alors, s'acculturer sur les enjeux et les finalités, s'acculturer aussi sur les biais à éviter, puisque tant qu'à faire ne pas effacer l'histoire, déjà, on connaît quand même les écueils. Et puis, se former justement aux outils, aux méthodes, à savoir concevoir des démarches. Que ce qu'on fait là, on a un réseau de référents depuis septembre 2021, donc on a un interlocuteur maintenant dans chaque ministère qui à la charge justement de développer la participation citoyenne, donc il peut déployer des formations, il peut nous solliciter pour intervenir, on peut créer des groupes pluridisciplinaires, enfin en tout cas c'est à la demande. Ils peuvent identifier des sujets qui pourraient justement se prêter à de la concertation. Ils peuvent travailler à un processus justement, comment est-ce qu'on réussit ce que nous on appelle le devoir de suite, c'est-à-dire collecter 6 mois, 1 an après une concertation, quels ont été les effets concrets, les actions mises en place. Et ça demande un processus de collecte, il faut capitaliser. Après, du coup, nous les envoyer pour la plateforme. Mais voilà. Donc maintenant qu'on a un réseau de référence, ça nous permet aussi d'aborder les choses de manière un peu plus systémique en se disant comment est-ce qu'on crée cette mise en mouvement et on quitte un peu une approche projet. Le troisième axe sur lequel on s'est vraiment penché, c'est la question de la transparence et du devoir de suite. Et donc, c'est un peu la discussion qu'on a eue précédemment. Mais comment est-ce qu'on objective l'impact de la concertation pour qu'on puisse en tirer les enseignements? On n'est pas du tout dans une position moralisatrice qui serait de dire, ou de communication à l'inverse, mais de dire ça n'a servi à rien ou ça a servi à tout. Mais en tout cas, d'essayer d'objectiver ça, d'en tirer des enseignements. Et ça s'incarne notamment à travers la plateforme. Et d'une écoute aussi auprès des citoyens, de comprendre de quelles informations vous souhaitez disposer demain pour pouvoir vous faire votre propre avis sur l'impact de cette concertation. Derrière la forte envie de la participation, il y a aussi cette envie ou cette question clé de comment faire avec cette tension entre des équipes dirigeantes qui sont là pour un temps court et qui aussi doivent régler des choses rapidement et qui aussi cherchent à être réélus, et le temps long et les décisions complexes à prendre vis-à-vis du climat. Mais plus généralement, pour l'avenir, je pense qu'il y a deux grands scénarios qui se dessinent sur les questions participatives. Soit plutôt ce qui s'est dessiné et ce qui risque de se poursuivre, c'est un scénario dans lequel finalement la participation est quand même mise en place sous une forme un petit peu, je dirais pas anecdotique, mais en tout cas qui est mise en place dans un climat ou dans un contexte où l'objectif est plutôt de faire en sorte que les mouvements sociaux soient résorbés, régulés, qu'on puisse gérer les conflits et que donc la participation est un petit peu, bon, à l'image de ce qu'on a vu avec le grand débat national où une autorité indépendante telle que la Commission nationale de débat public a été écartée. Et où donc là, l'objectif, enfin le scénario qui se dessine, c'est une participation un peu limitée,
et en parallèle une forme de réduction ou de vigilance vis-à-vis des mouvements sociaux et de l'auto-organisation de la population. Et donc, bon, certains de mes collègues parlent même de conception un peu monarchique de la participation sous cet angle-là. Et un autre scénario beaucoup plus peut-être ambitieux sur la question de la participation, alors ambitieux aussi sur le cadrage, la méthodologie, etc. C'est le développement d'une démocratie qui va développer des dispositifs participatifs davantage pensés, régulés et de telle sorte qu'ils contribuent réellement à l'intérêt général, qui ne soient pas des formes de pacotille, et d'autre part travailler aussi sur toutes les autres dimensions de la démocratie. Donc je l'ai dit, pouvoir financer et accompagner davantage l'activité associative, notamment dans les quartiers populaires, mais aussi peut-être, alors je fais partie de ceux qui appellent de leur vœu la mise en place d'une convention citoyenne pour réfléchir à nos organisations démocratiques plus généralement, et peut-être à une nouvelle constitution, qui sait, mais en tous les cas réfléchir aussi à la manière dont la démocratie représentative pourrait être régénérée. Alors donc, question de la proportionnalité, du mandat impératif, du vote électronique, il y a plein de choses à réfléchir afin que la démocratie représentative puisse être un petit peu plus à l'image de la diversité de la population et davantage au service de la démocratie. Donc moi, je trouve qu'il y a un bouillonnement vraiment intéressant. On le voit, et c'est pas qu'en France, le gouvernement écossais, par exemple, a publié il y a moins de 3 semaines sa stratégie pour institutionnaliser la participation citoyenne. Il y a des expériences comme les commissions délibératives, par exemple, au Parlement francophone de Bruxelles. Et la liste est extrêmement longue, mais on voit bien que ça bouge à tous les niveaux. En France, on a eu un ministre de la participation citoyenne, c'était jamais arrivé. Le CIPC qui a été créé. Rien qu'en 2021, on voit, nous, on a accompagné une concertation sur l'avenir de l'Europe, sur l'habitat de la France, sur les discriminations, sur des projets de territoire dans les Alpes-Maritimes. Donc on voit bien qu'en fait les sujets, parce que c'est vrai que le grand débat et la Convention citoyenne pour le climat ont capté un petit peu l'attention médiatique, si je puis dire, mais il s'est passé quand même plein de choses de concertation et c'est hyper intéressant. Donc moi je trouve que ce bouillonnement est tout à fait positif. Après, sans être naïf, il y a effectivement des défis à relever. La robustesse des démarches, la matière qu'il en ressort, si en tout cas on veut espérer qu'elle puisse à un moment vraiment directement impliquer, être directement introduite dans les politiques publiques ou dans la décision, il faut que la matière elle soit robuste, il faut travailler cette exploitation des résultats, peut-être que ce n'est pas toujours nécessaire d'ailleurs de le penser comme ça, peut-être qu'il y a des niveaux. Il y a la question, on en a parlé, de toucher des publics qui aujourd'hui ne sont pas du tout touchés. Encore une fois, si on est dans la perspective de vouloir donner du poids à ce qui ressort de ces exercices, il faut aussi s'assurer que tout un chacun a pu y participer. Donc il y a un tas de défis, on en a couvert pas mal pendant cette discussion. Donc voilà, ce sont des défis à relever et je pense qu'aujourd'hui, on est on est à un moment pivot où à la fois il y a encore un travail de conviction, si je puis le dire ainsi, ou d'acculturation en tout cas sur ce que c'est, mais je pense qu'il faut aussi passer à l'étape suivante qui est comment est-ce qu'on le met en place en fait concrètement, ça passe par quoi donc c'est évidemment, je ne dis pas l'inverse de ce que j'ai pu dire avant, il ne faut évidemment pas décorréler l'acculturation, la finalité, les enjeux avec la partie plus opérationnelle de comment on le ferait, mais en tout cas il faut se poser cette question-là de on s'y prend comment, voilà. Si on veut être à la hauteur des enjeux, des ambitions, de part et d'autre, voilà, comment on s'y prend. Et donc c'est à mon avis le moment où on est, et je trouve ça passionnant d'arriver à se poser ces questions.